Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force d'actualité crypto numéro 90. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et surtout une bonne rentrée, hein, pour le meilleur et pour le pire quand on voit la situation actuelle au niveau économique et aussi au niveau du marché des cryptos, hein, qui est en pleine baisse là actuellement. Donc c'est mauvais signe pour le mois de septembre, en tout cas ça démarre très fort. Donc aujourd'hui on va en parler bien sûr de tout ça, on va parler des crypto-monnaies, donc du Bitcoin, VeChain, Ripple et le XRP. Je ne parlerai pas de VV Digital Collectible parce que malheureusement je n'ai plus accès aux statistiques. C'est-à-dire que désormais les statistiques elles sont un petit peu trompeuses, j'ai l'impression, puisqu'ils affichent même plus le chiffre d'affaires par exemple sur la plateforme. Donc, j'ai l'impression vraiment que ça part un petit peu en cacahuète, même au niveau des collectes des informations sur les données en lien avec la plateforme VV. Donc, j'ai arrêté là pour le coup parce que j'ai pas d'infos. Donc, je vais essayer de creuser en espérant que les informations ou qu'ils mettent en place quelque chose qui puisse vraiment permettre à plusieurs personnes d'accéder aux statistiques comme je le faisais auparavant, mais là c'est plus le cas. Donc c'est dommage pour VV Digital Collectible où la transparence semble de moins en moins mise en avant. Ça, c'est pas bon du tout, hein, je peux vous le dire, pour l'avenir de cette entreprise. Bon, et sinon pour le reste, bien, comme d'habitude, hein, je parlais des actualités crypto plus générales, il y a des choses à dire, hein, on va voir, et également économiques, et là aussi, bien évidemment, il y a pas mal de choses à dire. Donc je vais prendre également, comme d'habitude, les articles, et on va voir tout ça. Bon, je rappelle aussi en parallèle que je ne suis pas un conseiller financier, hein, bien évidemment. Tout ce que je dis, c'est à titre informatif et vous devez faire vos propres recherches au préalable. Très important, surtout quand on voit en ce moment l'émotion qu'il y a, hein, mais phénoménale, sur le marché des crypto-monnaies et pas que, mais également le marché des actions boursières. Et on va en parler parce que je vais vous montrer donc l'état un peu du CAC 40 et même du S&P 500 aux États-Unis. Et là, c'est pas folichon, folichon encore, même aujourd'hui. Bon, donc c'est parti. On va commencer avec, hop, comme d'habitude, le petit rapport de Farside Investor sur les ETF, Bitcoin Spot, et regardez le massacre à part BlackRock, encore une fois, cette semaine, tout est dans le rouge. Donc à part le 2 septembre, où là, il n'y avait pas eu de données, il n'y avait pas eu d'informations, tout le reste, vous voyez, c'est un massacre, clairement, et nous étions pas loin des 18 milliards la semaine dernière, donc semaine passée, et là, regardez, nous sommes à 16,8 milliards de dollars de flux positifs injectés dans les ETF Bitcoin Spot. C'est-à-dire qu'on a perdu plus d'un milliard directement sur une semaine. Donc ça a été un bain de sang, vraiment une boucherie sur ces ETF Bitcoin Spot. Et on notera quand même, encore une fois, bizarrement, que ce n'est pas le cas pour BlackRock. Donc c'est assez étonnant de voir que pour BlackRock, on a zéro partout. Des fois, je me demande vraiment si ces statistiques sont vraiment fiables pour BlackRock en tout cas, parce que zéro, bon, voilà, pourquoi pas. Donc ça déjà, ça montre un peu l'état émotif là en ce moment et l'aspect de panic sell qui s'est emporté tout sur son passage, hein, sur les marchés des crypto-monnaies, mais pas que, qu'on a aussi le marché boursier qui est en train un petit peu de tanguer en ce moment. Je dis légèrement, hein, comparé au marché crypto. Et donc là, pareil, hein, sur le même rapport de Farside Investor, je me suis intéressé au flux sur les ETF, cette fois Ethereum. Donc vous savez que Ethereum également a désormais son ETF qui a été validé et donc mis en circulation. Et regardez, là aussi, c'est pas folichon puisqu'on est carrément dans un aspect négatif. C'est-à-dire qu'on n'est même plus en positif, on est carrément négatif. C'est-à-dire on a moins 568 millions de dollars qui ont été retirés des Ethereum ETF spot. Tout ça parce qu'en fait, Grayscale, toujours qui avait une grosse part du marché avant la lancée des Ethereum ETF spot, eh bien, a même perdu des parts de marché, mais c'est sorti carrément du marché total des Ethereum ETF spot. Donc c'est assez phénoménal ce qui se passe en ce moment, hein. Et donc, maintenant, on va passer à un aspect un peu macroéconomique sur le marché des cryptos et je vais vous montrer quelques articles sympas
en relation avec le Bitcoin. Et hop, regardez, donc déjà, premier article de cryptost.fr. Suisse, une des plus grandes banques du pays, permet désormais à ses clients d'investir dans Bitcoin et Ethereum. Donc déjà, première chose, c'est que pendant que tout le monde là est dans l'émotion, en train de paniquer, de vendre et donc de faire baisser les prix des crypto-monnaies dans l'ensemble général, du Bitcoin et tout, que font les institutionnels? Eh bien, eux, ils renforcent leur position sur le Bitcoin et même Ethereum, par exemple, notamment le cas de la Suisse. Donc, il y a un moment quand même, et ça, c'est pas un seul, enfin, c'est un élément parmi d'autres. Je vais vous tout montrer. Donc là, un article de cointribune.com qui résume la situation effectivement euh, actuelle, hein. Les ETF Bitcoin vidés de 211 millions de dollars, les ETF Ether se stabilisent, mais bon, c'est pas folichon. Je continue avec un autre article, toujours de cointribune.com. Bitcoin Mastercard lance une carte crypto autogérée. Donc c'est vrai qu'on a, voilà, on a deux sons de cloche. Donc c'est pour ça que je vous dis bien, faites attention, connaissez bien le marché, mettez en place une stratégie, parce que eux, les institutionnels, ils en ont des stratégies, et ils mettent même en place des choses, des projets pour faciliter l'intégration des crypto-monnaies dans du Bitcoin pour soit d'autres institutionnels, soit pour les investisseurs avertis. Voilà, tandis que les particuliers, eux, se font exploser en ce moment. Donc, c'est pour ça, hein, je vous dis toujours, l'ennemi numéro un de l'investisseur, c'est lui-même et c'est son émotion. Il n'y a personne d'autre qui peut jouer là-dessus. Bon, et donc, pour revenir à cette nouvelle très intéressante, c'est que Mastercard lance une carte crypto autogérée. Donc, on pourrait dire une énième carte, qu'on a plein hein, des cartes crypto actuellement. Mais là, c'est vraiment une nouveauté dans le sens où, comme on dit, c'est autogéré, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conversion, par exemple, de Bitcoin en monnaie euro, si vous avez une carte ici en euros, pour ensuite acheter votre bien. Non, là, c'est carrément, vous achetez du Bitcoin, vous la mettez sur votre carte crypto, donc Mastercard, et vous vendez du Bitcoin sans avoir à le convertir en monnaie fiat derrière. Donc là, c'est énorme parce que la première chose, moi, je me suis dit, c'est déjà les impôts. Et oui, parce que par exemple, en France, on paye 30% d'impôts. À quelles conditions? À la condition première déjà qu'on convertisse ces bitcoins en euros. Donc là, je serais curieux de savoir que dit la loi MICA à ce niveau-là. Bon, bien sûr, je pense qu'ils vont faire évoluer tout ça. Et ils vont quand même malgré tout imposer à partir du moment où on paye en bitcoin, que c'est déjà le cas par exemple pour les services et tout. Mais c'est vrai qu'on aura peut-être plus besoin de convertir carrément c'est Bitcoin en monnaie fiat. Donc là, ça veut dire que le Bitcoin prend tout son sens en tant que monnaie numérique principale même pour certains cas de figure. Même si le Bitcoin ne pourra jamais être, on va dire, élargi en tant que monnaie fiat, par exemple, à l'ensemble de la planète, comme le dollar, l'euro, etc. Parce qu'il n'a pas les capacités techniques pour ça. Bon, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, voilà, on voit que le développement de l'adoption de masse pour le Bitcoin et les cryptos arrive par ce genre de technologies et qui sont quand même tout à fait innovantes et nouvelles. Bon, allez, je continue donc là, c'est pour ça qu'on a quand même, ce serait très intéressant de faire le comparatif entre ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, sur les prix des crypto-monnaies et ce qui se passe derrière sur les fondamentaux, c'est-à-dire sur la construction de la pyramide des cryptos du Bitcoin. Allez, je continue avec un petit article encore. Cointelegraph France, le Bitcoin va-t-il contrer les prévisions pessimistes de ce mois-ci? Ça, c'est du 7 septembre 2024. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on peut... Alors, c'est pas une science exacte, bien évidemment, hein, les prix sur les marchés des cryptos et du Bitcoin, mais il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que quand il y a de l'euphorie sur les marchés crypto, quand les prix vont à la hausse et tout, et que tous les médias sont en accord pour se dire que c'est le bull run, ça va aller vers le haut, tout ça, c'est toujours l'inverse qui se produit. On l'a vu par exemple cet été avec des articles qui sortaient, qui disaient effectivement le Bitcoin, ou alors des analystes économiques qui disaient le Bitcoin, ça y est, il a formé un pattern technique. Alors moi je connais rien, mais je vous le dis, bull cross là, enfin bull flag, tout ce genre de choses. Bim, derrière on se retrouve avec une baisse assez conséquente des prix du Bitcoin. Et inversement, quand en général on dit que le Bitcoin, ça y est, va être à zéro, ou, hein, c'est aussi l'inverse qui s'est produit notamment dans le passé. Donc on dirait que le marché des cryptos, le marché du Bitcoin fait l'inverse un peu
des prédictions que l'on fait de la majorité des médias, des personnes, etc. Donc, on va voir effectivement, c'est pour ça que cet article de Cointegraph France, je trouve, est très pertinent dans ce sens-là, c'est est-ce que le Bitcoin va-t-il contrer les prévisions pessimistes de ce mois-ci? Et là, on rigole, hein, vraiment, on va voir, on va rigoler si septembre se révèle être positif pour le Bitcoin. Bref, donc ça, c'est à voir. Mais je trouve ça intéressant quand même pour vous en parler parce que c'est quand même ce qu'on retrouve généralement. Bon, ça, on en parlera après. Donc du coup, je vais reprendre, cette fois, je vais passer aux articles, enfin Twitter, et notamment au projet VeChain. Et là, on a pas mal de choses à voir, notamment. Alors avant ça, c'est vrai que j'ai oublié, mais je vous montre une petite photo, une petite image de Kenten, donc 048.eth, sur une petite photo qui partage du bear trap. C'est-à-dire que je vous donne mon sentiment personnel également, parce qu'aujourd'hui, nous sommes pile poil en fait dans ce schéma-là. C'est-à-dire que nous avons eu en début d'année un sentiment voilà, extrême bullish. C'est-à-dire on l'a vu avec le Bitcoin qui a dépassé son ancien ATH et tout au niveau des prix. Et derrière, donc, on a eu toute une phase descendante et dans une période où on disait non, le Bitcoin va remonter, c'est bon, c'est tranquille. Et là, on arrive dans une situation inverse où on a le Bitcoin, ça y est, c'est foutu. Il va aller encore plus vers le bas et donc c'est en général à ce moment-là qu'on a ce qu'on appelle le bear trap, c'est-à-dire que tout le monde pense que ça va aller vers le bas et bim, le Bitcoin il fait l'inverse et il prend tout le monde de court et il remonte vers le haut. Et ça c'est quelque chose, hein, vous voyez, qui est très répétitif, c'est vrai dans le marché des cryptos puisque c'est quelque chose qui s'est déjà déroulé plusieurs fois dans le passé sur les précédents cycles du bull run, du crypto. Voilà. Donc, je me permettais de vous le rappeler là aussi parce que c'est vrai que c'est important d'avoir une stratégie du coup hein, sur le Bitcoin moyen, enfin court, moyen, long terme, en sachant que c'est plutôt du moyen et du long terme les crypto-monnaies, le Bitcoin, parce que c'est des cycles de 4 ans. Donc, c'est là où on sent effectivement ben, les personnes qui ont une stratégie vont être émotionnellement plus blindées, alors que les personnes qui n'ont pas de stratégie vont subir totalement la déroute actuelle du marché des cryptos, en sachant et en vous rappelant hein, que là, la correction qu'il y a actuellement sur le Bitcoin, ce n'est rien du tout. Hein. Là, on a moins 5, moins 10%, mais je pense aux personnes qui ont vécu et je parle par expérience pour le coup, pour le précédent cycle, on a eu des corrections en plein bull run de moins 30% sur le Bitcoin. Donc les corrections, c'est tout à fait normal. Sur le marché des cryptos, c'est même simple parce que ça permet justement d'écrémer euh, toutes les liquidations un peu non solides, on va dire, du marché des cryptos. Voilà, bon, allez, ce sera tout pour le Bitcoin. Aujourd'hui, je vais passer à VeChain désormais, et notamment, donc du coup, un tweet, vous voyez, de Jake, donc qui est responsable communication, c'est ça, de la fondation VeChain, et qui fait référence, du coup, dans son tweet, qui est assez long, donc on va pas le lire, c'est clair, en plus en anglais, mais il fait tout simplement, pour résumer, référence aux investissements, donc, mondiaux et institutionnels, surtout, en tout ce qui est ce qu'ils appellent le ESG. Donc l'ESG, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'investissement dans tout ce qui est les environnements sociaux par gouvernance quelque part décentralisée ou centralisée. Voilà. Et donc là, il se base sur le rapport donc, de Broadside que je vous montre ici. Hop, vous voyez, donc, Broadridge. Broadridge, donc c'est une institution hein, clairement qui est spécialisée dans tout ce qui est l'analyse, tout ça, futur avec plus ou moins de succès. Hein. Bien évidemment, on peut s'arrêter des prédictions, donc c'est jamais fiable à 100%. Mais eux, ils prédisent quand même un avenir en 2030 avec un marché de 30 trillions de dollars. Hein. Donc c'est pas des milliards, là c'est des trillions de dollars pour tout ce qui est le marché des investissements dans les environnements sociaux, quelque part les investissements sociétals pour les entreprises, etc. On va dire raisonnables. Donc là, c'est vrai qu'on est tout à fait, donc quand on parle de l'ESG, en fait, ça englobe l'aspect sociabilité, l'aspect quelque part civilisationnel, donc amélioration de l'aspect sociétal, mais aussi donc économique et surtout environnemental. Donc ça inclut également en partie tout ce qui est l'aspect de transition énergétique. Voilà. Donc tout cet aspect-là, eh bien, grâce à ce rapport précise que on passerait donc d'un marché de 14 trillions à 30 trillions de dollars en 2025
à pourquoi pas 30 trillions de dollars en 2030. Donc c'est un marché qui est en pleine expansion, hein. Bon, on le voit en ce moment avec tout ce qui se passe au niveau rien que de la transition énergétique déjà, mais aussi au niveau de la traçabilité. Parce que là, c'est par exemple ce que dit Jake de VeChain, et surtout c'est les fondamentaux même de VeChain via la blockchain et via la lutte contre la contrefaçon, qui est le moteur premier, je rappelle, hein, du projet VeChain. Eh bien, c'est derrière, en fer de lance, quelque part, la traçabilité. Donc, traçabilité des données, traçabilité des informations, transparence, etc. Vous connaissez, je ne vais pas vous rappeler la chanson, mais vous avez compris. Donc, c'est un marché qui est en pleine expansion et qui est en prévisionnel par les institutions même prévu de grossir, hein, dans les prochaines années, prochaines dizaines d'années. Voilà pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux fondamentaux des projets et non pas seulement au prix, puisque c'est ça qui fait derrière la richesse d'un projet. Allez, je continue sur VeChain, notamment, alors là, je n'ai rien à voir, mais un petit peu plus du marketing, hein. C'est une nouvelle assez marrante, vous la partagez. Donc c'est vrai qu'il y a eu un événement, je rappelle, en Corée, donc où VeChain a participé. Je vous ferai le point, je pense, la semaine prochaine, parce que là, c'est pas totalement fini, il n'y a pas encore totalement les retours. Mais donc là, on a une communication de Sarah avec un poste important donc à la fondation VeChain et qui fait référence en fait aux médias coréens qui mentionnent désormais VeChain et surtout la plateforme VBetter DAO, qui est, je rappelle, le fer de lance de la traçabilité euh, pour VeChain. Voilà, donc la Corée du Sud, là, semble de plus en plus également sensibilisée et partie pour utiliser la plateforme VBetterDAO de VeChain. Après, bien sûr, on verra ce que ça donne à l'avenir. Mais là où c'est intéressant, hop, là maintenant, je fais référence donc à un tweet de Lucas V qui montre un screenshot de l'évolution du développement, vous savez, des dApps et des développeurs, hein, sur l'écosystème du VeChain, et regardez, c'est en train d'exploser littéralement, hein, comparé à 2021, 2022, 2023. Donc le développement des dApps, des applications sur VeChain est en train de littéralement exploser. Et c'est pas étonnant quand on sait qu'on a l'application, enfin la plateforme VBetterDAO qui a été lancée entre-temps, et on voit très bien que c'est à partir de fin d'année 2023, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu les hackathons, vous savez, à l'université de Cambridge et tout, vous avez eu les développeurs qui ont été mis à l'honneur, hein, qui ont été exploités, si je puis dire, par la fondation VeChain pour développer des dApps, hein. Voilà, et c'est à partir de là qu'on a le développement qui a explosé, on le voit bien, donc c'est logique. Et c'est parti pour continuer, bien évidemment. Donc ce sera tout pour VeChain, les amis, aujourd'hui, mais on voit bien que pour l'instant, même si c'est vrai que les prix, là, ils sont en train de se faire dérouiller, hein, au niveau des prix, mais je rappelle aussi que c'est en contraste, vous voyez, par rapport aux fondamentaux clairement de base de VeChain, qui eux sont plutôt positifs, puisqu'ils sont en augmentation au fur et à mesure du temps, des indicateurs. Donc, pas de problème majeur pour ce projet. C'est mon avis personnel, je rappelle, comparé par exemple à VV Digital Collectibles, où eux c'est plus inquiétant parce qu'on n'a même plus d'indicateurs. Donc même plus de visibilité réelle sur ce projet. Bref. Allez, je continue avec un autre projet, et cette fois j'ai passé à XRP et Ripple. Hop, voilà. Avec un article de cointribune.com, donc crypto, nouveau rebondissement dans le différend qui oppose Ripple à la SEC. Donc là, ça date du 5 septembre 2024. Je rappelle, donc pour remettre le contexte, que normalement Ripple et donc le XRP avaient trouvé quelque part, enfin avaient été obligés par décision du tribunal de la juge Annalisa Torres aux États-Unis de payer une amende de plus de 100 millions de dollars, 125 millions de dollars pour être précis, à la SEC dans le cadre du litige qui les opposait depuis plusieurs années. Et donc, tout le monde pensait que ça allait, bon bah voilà, ils vont payer l'amende et basta. En plus, Ripple avait commencé à basculer dans un autre portefeuille pour justement payer cette amende, et comme sur la blockchain, c'est visible publiquement, avait basculé à 139 millions de dollars, donc plus que ce qu'il fallait sur ce portefeuille, donc en prévision peut-être de payer
l'amende à la SEC. Donc tout semblait jouer et pourtant boum badaboum, hein, comme quoi on voit vraiment le feuilleton continue. Finalement Ripple a bloqué, donc sa décision a suspendu sa décision de paiement de cette amende, mais ça a l'air d'être dans un sens intelligent puisque la SEC a accepté un report du paiement. C'est-à-dire que normalement il devait payer d'ici le 6 septembre. Et la SEC a accepté le report de paiement après le 6 septembre. Donc, est-ce qu'ils se sont mis d'accord pour un autre arrangement ou alors peut-être que comme c'est 139 millions de dollars, peut-être que Ripple a payé plus pour avoir des contreparties derrière. Enfin, rien n'est sûr, tout est à jouer encore. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas fini en fait et qu'on est le litige est encore en cours puisque Ripple n'a pas encore payé l'amende. Donc, tout est possible en espérant bien sûr que la SEC ne fasse pas appel et ne relance pas encore 1 an ou 2 ans de procès. Bon, mais en tout cas, on peut dire que c'est assez chaud quand même ce qui se passe hein, en ce moment dans le marché des cryptos. Il y a rien n'est jamais joué en fait, c'est ça que ça prouve. Toujours sur Ripple et XRP, donc là c'est une bonne nouvelle, donc un article du journalducoin.com, le stablecoin de Ripple, le RLUSD. Donc le lancement est imminent selon le PDG de Ripple. Donc là, ce serait une histoire de semaines et plus de mois. Donc c'est imminent. Et je rappelle que ce stablecoin, bien évidemment, a pour objectif de concurrencer en fait le Tether USD qui a quand même fait plusieurs milliards de dollars de bénéfices sur le début d'année 2024. Donc on voit que le marché des stablecoins est de plus en plus attractif pour les institutionnels et pas que les, pas que les entreprises crypto, mais également les entreprises institutionnelles et même gouvernementales. Donc on va en parler bien évidemment. Parce que là, j'ai passé aux actualités crypto plus générales. Hop. Donc là, par exemple, j'ai un article de Coin Academy. Donc le Polygon remplace son jeton Matic par POL, avançant sa stratégie Polygon 2.0. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du Polygon. Donc là, c'est un petit article. C'est pour ça que je l'ai intégré dans l'actualité crypto plus générale. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je vous rappelle que l'ancien token de Polygon, c'était le Matic, M-A-T-I-C. Donc, ils l'ont remplacé par le POL, mais ça va bien plus loin que juste un rebranding, effectivement, de leur jeton, puisque derrière, ils comptent mettre en place un nouveau système de tokenomics où, d'ici 2025 ou 2026, ils vont mettre en place ce qu'on appelle ils vont émettre 2% en fait de gains sur le staking, enfin pour les validateurs plutôt, où en fait si vous bloquez en staking vos POL, eh bien, vous avez automatiquement 2% de rendement par an. Alors ça c'est la nouveauté au niveau de la tokenomics, qui a une émission comme ça de 2% par an. Et derrière, il y aura également un accent mis grâce au POL sur tout l'aspect de décentralisation. Donc là, les développeurs de Polygon veulent vraiment mettre l'accent sur la décentralisation sur leur projet. Donc ça va plus loin quand même que l'aspect de simple marketing et de raccourcir le nom du token quoi. Bon, après pourquoi pas, c'est pas non plus une révolution, allez, on va dire 100% majeure, mais c'est quand même pas mal, ou dans le sens ça améliore vraiment la technologie derrière le réseau Polygon. Allez, je continue, donc cette fois, je repars sur le général. Donc là, c'est un article de journalducoin.com. Les grandes banques japonaises testent une plateforme de stablecoin pour les transferts internationaux. Voilà, donc là, ce que je vous disais au niveau des stablecoins, c'est de plus en plus attractif, pas uniquement pour les entreprises crypto qui s'en mettent plein la poche grâce à leur stablecoin comme Tether USD. C'est que là, on a les poids lourds qui commencent à vouloir prendre leur part du gâteau parce que c'est bien trop attractif cette technologie, puisque effectivement, c'est infalsifiable, c'est traçable, c'est bien plus rapide en termes de temps de livraison de l'argent, quelle que soit en fait la localisation géographique sur le globe, et en plus, c'est presque gratuit quand on voit les frais de transaction qui sont minimes comparés à l'utilisation du réseau SWIFT bancaire. Donc, effectivement, pas étonnant que les institutionnels se ruent de plus en plus là-dessus. Ensuite, un article de cryptost.fr. Alors là, c'est une moins bonne nouvelle pour Ethereum, bien évidemment, et c'est pas étonnant quand on voit la situation actuelle du marché. Vanek ferme un ETF Ethereum, donc spot, hein,
tandis que Wisdom Tree retire une demande d'enregistrement. Bah, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement que il n'y a aucune poussée, il n'y a aucune attraction sur les ETF Ethereum Spot. Donc ça sert à rien en fait de mettre en place puisqu'on a plus de sorties que d'entrées sur ce marché-là. Donc ça ne sert vraiment à rien de se lancer là-dedans pour l'instant. En tout cas, puisque tout se joue en fait sur le Bitcoin et même le Bitcoin a pris cher cette semaine. Donc forcément, ça a dû en refroidir plus d'un au niveau même institutionnel. Allez, je continue. Donc encore un article de journalducoin.com, MNBC au Brésil, Microsoft, Google, Visa ou encore Santander participeront à la phase 2 du projet. Donc quand je vous disais effectivement que la tendance du moment c'est les stablecoins, c'est pas uniquement les stablecoins, c'est en fait les stablecoins liés à une banque centrale et donc c'est ce qu'on appelle autrement dit une monnaie numérique de banque centrale adossée à la blockchain. Autrement dit, c'est la même chose que stablecoin, sauf qu'un stablecoin c'est décentralisé ou du moins dans les mains d'une entreprise. MNBC, c'est un stablecoin en fait qui est dans les mains des banques centrales et donc des gouvernements. Et là, la nuance, hein, faut pas chercher plus loin. Mais du coup, on voit bien que toutes les grandes entreprises et institutionnels mondiaux sont en train vraiment de se chauffer là-dessus. Et un peu partout, parce qu'on a Brésil, mais on a tous les pays en fait sur la Terre sont en train de mettre en place justement une MNBC. Et je rappelle que nous, en Europe, nous sommes concernés également, parce que la Banque Centrale Européenne veut mettre en place ce qu'ils appellent le Cash Plus, il me semble le e-cash, c'est-à-dire la monnaie numérique de Banque Centrale Européenne, qui, voilà, comme en Chine, hein, où bientôt on sera peut-être destiné à avoir notre argent qui pourra avoir une date d'expiration. Ah, c'est sûr que ça ferait pas plaisir. Bon, allez, je continue. Cette fois, je vais passer aux actualités économiques. Et là aussi, il y a des choses à dire. Première chose à dire, dans un article de Les Échos, Déficit, Paris a demandé un délai supplémentaire pour l'envoi de son plan à Bruxelles. Donc là, effectivement, la dernière nouvelle, on va dire, politique, en tout cas française, et qui pourrait avoir des impacts, on pourrait dire peut-être positifs, du moins c'est ce qu'on entendait tous, c'est qu'on a eu enfin un Premier ministre qui a été choisi, après quand même quelques mois un peu chaotique au gouvernement. Donc on a eu Barnier et malheureusement, eh bien, c'est un peu tard puisqu'on a, pendant avec la formation de ce gouvernement, on n'a pas eu le temps forcément de mettre un plan en place comme conformément à ce que demandait Bruxelles pour tout ce qui est la réduction du déficit. Bon, donc on devait en fait, vous voyez, transmettre initialement donc ce plan de réduction du déficit public d'ici le 20 septembre. On a bien compris que là, il resterait quelques jours. Ça va être quand même un peu chaud hein, pour le faire. Donc forcément, on demande eh bien, un délai supplémentaire. Donc c'est mal parti quand même hein, au niveau du marketing mondial, puisque même les médias comme Reuters et Bloomberg ont repris l'information et la diffusent actuellement. Pour vous dire un peu le ton que ça donne de la situation française aujourd'hui. Bon, allez, je continue. Donc là, j'ai un article de Reuters sur la situation, cette fois automobile, au niveau de l'Union Européenne, et c'est une catastrophe, puisque Volkswagen, hein, donc, et le boss de Volkswagen, dit que le marché européen est en train de couler à cause d'une compétition qui est plus dure. Ah bah, en même temps, quelle surprise, quand on voit qu'on a coupé notre énergie et qu'on s'est coupé de l'énergie russe à un faible coût pour acheter de l'énergie américaine à plus haut coût, forcément il y a des impacts sur eh bien, la production énergétique au sein de l'Union européenne. Et comme l'énergie c'est la base de tout, ben forcément du coup nous sommes devenus moins compétitifs et moins attractifs pour les étrangers au niveau effectivement de la compétition du marché européen sur tous les niveaux. Là on parle effectivement de l'industrie automobile, mais c'est partout pareil, que ce soit pour les industries manufacturières, pour que ce soit les services ou autres. On est devenu plus cher parce que effectivement les coûts de base sont plus chers. Donc c'est normal. Voilà un peu la situation géopolitique dans l'Union européenne. Et bien sûr ça, on ne trouve pas ce genre d'informations dans les médias français ou même européens. C'est sûr, ça fait pas plaisir de le voir et de l'entendre. Ensuite, un autre article de Reuters. Donc ça y est, les faiseurs de loi quelque part de la Fed, c'est-à-dire de la Réserve fédérale américaine, disent qu'ils sont prêts en fait à couper et à baisser les intérêts des taux directeurs.
Donc ça commence, donc là on est en train de dire est-ce qu'il baisse de 0,25, de 0,5 points. C'est un peu ce qui est sur la table là actuellement, et c'est également le cas au sein de la Banque Centrale Européenne. Donc maintenant que la bonne nouvelle, c'est selon les chiffres officiels, je dis selon les chiffres officiels, pas plus loin là-dessus, hein, pas épiloguer, mais selon ces chiffres bizarres officiels, eh bien l'inflation serait redescendue en dessous de 2% et donc jugulée à un état normal. Ce qui fait que du coup, toutes les banques centrales désormais dans le monde sont en train de se dire qu'il est temps peut-être de baisser les taux directeurs pour relancer un petit peu l'économie, parce que là, nous sommes face à une récession, c'est-à-dire à un peu un ralentissement global de l'économie dans les pays où il y a eu des baisses des taux, enfin des hausses plutôt des taux directeurs. Voilà où nous en sommes, donc septembre, nous devrions avoir des nouvelles intéressantes sur les taux directeurs des banques centrales européennes et américaines en tout cas. Et enfin, bien marrant, un article de Bloomberg, donc l'Europe, donc effectivement prévient que le gaz russe serait en fait secrètement mélangé dans son stock. Voilà, donc c'est génial, donc ça c'est effectivement le chef de l'énergie de la République tchèque qui serait effectivement concerné là-dessus. Et d'autres pays européens sont en train de se rendre compte qu'en fait, ils achètent du gaz russe et pourquoi pas du pétrole russe tant qu'on y est, secrètement, sans forcément le savoir. Mais s'ils le disent, c'est qu'en fait, ils le savent. Donc, on est vraiment dans un monde où on a fait n'importe quoi, puisque pendant 2 ans, on a mis le paquet sur les sanctions contre la Russie pour au final le leur racheter en s'étant coupé, bien évidemment, des sources d'approvisionnement par les pipelines. Donc, on a vraiment tout compris. Enfin, les gazoducs. Donc vraiment génial, la politique européenne, au fond on est champion du monde, hein. Ça c'est sûr, on peut remercier nos politiques, vraiment bravo. Ça n'a rien qu'à changer, du coup, en quelques années, hein, ça c'est sûr, toujours les bouffons quoi. Bon, allez, je continue, je vais passer désormais, hop, voilà, avec des chiffres intéressants que je vais vous montrer. Donc on va parler, comme d'habitude, je vais vous montrer le CAC 40 en comparaison avec le S&P 500. Donc comme vous pouvez le voir, ben, depuis donc avril 2024, il y a vraiment une décorrélation hein, entre le S&P 500 qui est la courbe en jaune et le CAC 40 qui est la courbe en bleu. Et donc, on voit quand même que sur un an, regardez sur un an, je reprends la courbe sur un an, nous sommes à plus 1,5%, le S&P 500, c'est-à-dire, alors je rappelle que le CAC 40, c'est 40 plus grosses entreprises françaises au niveau boursier, cotées en bourse, et le S&P 500 sont les 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse. Voilà. Et donc là, les Américains, eux, sont en train de tout faire péter au niveau du compteur depuis un an, donc plus 21%, et nous en sommes à plus 1,54%. Ça vous donne un peu un ordre de grandeur de la situation de la France comparée à l'évolution des marchés américains et même mondiaux. C'est pas folichon. Et donc, ça c'était sur un an. Si on passe sur 6 mois, hop, c'est une catastrophe. Donc sur 6 mois, vous voyez, nous sommes à moins 8,42% et le S&P 500 est à plus 5,56%. Sur un mois, là c'est bien, on a repris des couleurs, donc on sent qu'il y a eu l'avancée là au niveau politique. Les choses sont stabilisées un peu en France, même si nous n'avions pas de gouvernement, c'était pas la fin du monde. Donc c'est peut-être que ça a lancé un petit peu, ça a relancé la machine. Et là, par contre, depuis 5 jours, donc depuis, pourtant on a eu l'annonce officielle, nous avons eu Michel Barnier, donc le Premier ministre, à la tête de l'État, et bien le tout rebaisse. Mais par contre, on voit bien que le S&P 500, lui aussi, est en chute libre, et même est en chute libre, enfin, quand je dis chute libre, c'est pas non plus la fin d'haricot, hein. Vous avez compris, moins 3%, bon, faut pas exagérer, c'est pas le crash boursier, quoi. Mais c'est quand même assez révélateur de la situation actuelle, c'est que les marchés américains et français voilà, sont en baisse. En tout cas sur 5 jours. Et aujourd'hui, vous voyez, ça continue avec cette baisse. Sur quand même moins 1,7% pour le S&P 500 et moins 1,21%. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on assiste à une baisse générale des marchés boursiers mondiaux. Bon, donc sans rien avoir non plus d'alarmant. Mais quand on voit effectivement la situation actuelle, c'est géopolitique en tout cas, on voit que forcément il y a des impacts sur les marchés boursiers et ça commence du coup peut-être à avoir ce genre d'effet en tout cas. Donc c'est peut-être le moment, c'est pourquoi les banques centrales commencent à s'inquiéter et à se forcer à baisser les taux directeurs parce qu'elles veulent
relancer en fait la machine économique et relancer les capitaux, les réinjecter dans l'économie et dans les marchés boursiers. Donc si on a une baisse du taux directeur, il y a quand même des fortes chances qu'on puisse revoir les marchés boursiers remonter, puisque les crédits seront plutôt accessibles pour les particuliers ou les entreprises, et les capitaux pourront recirculer dans l'économie sur tous les niveaux. Pourquoi pas? Ensuite, on va passer à l'or, comme d'habitude. Donc lui, l'or, pour l'instant, il est stabilisé, hein, stabilise autour des 72 500 euros, voire 73 000. Donc il est dans un petit range de 1000 euros, entre 72 000 et 73 000 euros. C'est bien sûr un record absolu pour l'or, et surtout le fait que se stabilise à ces niveaux, c'est quand même révélateur du sentiment des investisseurs, donc institutionnels, hein, comme les banques centrales, tout comme les investisseurs particuliers, sur le fait qu'ils se réfugient dans l'or pour se protéger contre l'inflation, les dettes et bien sûr la dévaluation des monnaies fiat. Bon, rien de neuf sous le soleil, hein, l'or est toujours la cote et le vent en poupe. Et enfin, donc le prix du baril, alors lui, il baisse, donc ça c'est une bonne nouvelle, puisque vous voyez, on a un baril aujourd'hui en septembre qui a bien baissé, hein, par rapport à août, donc presque 10 dollars le baril, donc c'est une très très bonne nouvelle. Malheureusement, ça ne se voit pas à la pompe. Donc là, il faudrait nous expliquer comment ça marche effectivement au niveau de l'État, hein, pour calculer, hein, voilà, les cours du baril ou du pétrole tout simplement. Donc ils doivent le faire peut-être sur des contrats futurs, c'est-à-dire qu'ils prévoient en fait des prix qui ont été achetés par exemple sur 6 mois, 1 an, et donc ils bloquent les prix forcément parce que c'était en fait des contrats à terme ou contrats futurs. Peut-être, souvent ce genre de choses. Mais résultat, en fait, nous, les citoyens, on ne voit pas forcément cette baisse directement impacter, répercuter à la pompe. Voilà. Allez, je continue. Et là, cette fois sur l'immobilier avec donc un tweet de Good Value. Donc j'ai deux tweets en fait de Good Value à vous montrer. Donc c'est très intéressant parce qu'il fait des analyses, je trouve, très intéressantes sur par exemple le marché immobilier aujourd'hui. Et donc le marché de l'immobilier neuf continue de s'effondrer. Effectivement, c'est pas une surprise, hein, puisque les mises en vente s'écroulent de moins 42,4% au deuxième trimestre 2024 sur 1 an, et c'est du jamais vu depuis 2008, depuis la précédente crise des subprimes notamment. Donc on voit bien que là il se passe quelque chose quand même au niveau de l'immobilier, en sachant que l'immobilier c'est quand même un des poumons, hein, de l'économie globale. Ensuite, deuxième tweet de Good Value, la production des crédits immobiliers est fortement repartie à la hausse. Ça c'est une très bonne nouvelle par contre. Donc les banques ont décaissé 11,3 milliards d'euros de crédit à l'habitat au deuxième trimestre 2024. Si cette embellie se confirme, alors le point bas sur les prix sera probablement derrière nous. Et oui, parce que là, comme on commence à desserrer, et encore plus si on va avoir une baisse des taux directeurs des banques centrales, et donc on aura encore plus d'accès au crédit, donc notamment immobilier. Donc peut-être que ça va relancer la machine au niveau de l'immobilier, pourquoi pas. Bon, bah écoutez, sur ce sera tout pour aujourd'hui pour les actualités donc, économiques et crypto. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses, surtout n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés. Et puis sinon, bah écoutez, je rappelle, hein, effectivement, alors, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, que pour diversifier son bag, le mieux dans le premier ordre, c'est l'or, l'argent physique. Eux, ils prouvent encore une fois que ce sont les meilleurs. Pas forcément les rendements, bien évidemment, mais les meilleurs moyens de protéger son épargne contre l'inflation notamment. Ensuite, vous avez pourquoi pas les crypto-monnaies, le Bitcoin, même si là, il faut impérativement avoir une stratégie, et aussi il faut prendre conscience qu'on ne connaît pas la situation du Bitcoin face à une véritable crise financière boursière, puisque le Bitcoin n'a jamais vécu en son histoire de véritable crise financière, puisqu'il a vu le jour en 2009, alors que la précédente crise financière a eu lieu en 2008, crise des subprimes. Donc ça va être très intéressant à analyser. Le marché immobilier, vous voyez que là, c'est brinque-ballant, hein, clairement, mais on peut peut-être voir un bout du tunnel. Et enfin, le marché des actions boursières, faites attention, que comme je vous le dis, personnellement, je suis tout sorti parce que j'ai même rien mis, hein, de base, au niveau moral. Moi, je crois pas trop au marché des actions boursières et tout. Enfin, ça me regarde que moi, mais faites attention par contre parce qu'on voit que là, la situation géopolitique étant très tendue, tout peut jouer sur le marché boursier. Ça devient de plus en plus volatile, hein. En fait, c'est ça que ça révèle quand on voit que
Sur 5 jours, on a perdu 3%. Qui à 10 ans, c'était vraiment, ça aurait été le bout du monde, hein, clairement. Bon, et bien voilà, bah écoutez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, encore une fois, une très belle rentrée. Voilà, et écoutez, à bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, la bise, ciao.